Bonjour Anne-Julie. Bonjour Gaëlle. Donc Anne-Julie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle organisé par la Griffasie Academy. Donc là, c'est le cycle numéro 106. Comme toutes les semaines, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, on a une série de questions. On est plusieurs binômes et on part en fait en état d'hypnose. Donc toi, tu es la personne qui va rentrer en hypnose. Et en fonction des questions que je vais te lire, tu vas me dire ce que tu perçois. Il faut écouter également la deuxième partie de la vidéo où Calogero explique concrètement l'état d'hypnose et ce que l'on voit en investigation. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, c'est parti. Ferme tes yeux. Je te fais un décompte de 10. Oui, très bien. Oui. Ok. Prête pour cette première question? Oui. Bien. Connecte-toi aux informations liées au projet Bluebeam et que perçois-tu ou visualises-tu? Et ça s'écrit Blue B-L-U-E et BIM B-E-A-M. Je sais pas. Qu'est-ce que je. On est un espèce de gros robot. Ouais, continue, c'est très bien. La connectivité. Connectivité. Hmm, Tu peux développer? Des réseaux. Je sais pas, je vois plutôt. Tu vois, c'est pas connexion, mais connectivité. Je vois pas trop la différence là comme ça. Mhm. Euh, je vois des fils. J'ai l'impression d'être au niveau, on va dire, de l'espace que sur Terre. Hmm. Ok, bien. Alors, prochaine question. Dans l'ici et le maintenant, est-ce que le projet Bluebeam est actif, en vigueur? Oui, non ou partiellement? Alors, sincèrement, je sais même pas de quoi on parle. Laisse-toi porter. L'information, non, mais c'est en route, ça va bientôt l'être. Mais la réponse est non. Ok, non en route. Et ça va bientôt l'être. Alors, pourquoi n'est-il pas en vigueur? Pourquoi n'est-il pas actif? Alors, il y a plusieurs choses. Il me leur manque des données, Ok. un manque de données et c'est pas le bon timing. En fait, pour que ça se mette en œuvre, faut qu'il y ait le bon moment. C'est comme si là, tu vois, les gens sont tous avec les événements du moment, mais pour que ça soit plus, que ça passe, faut, je sais pas, je vois une notion de timing. Pour le moment, Mhm. c'est pas en phase, voilà. Ok. Et tu disais un manque de données, est-ce que tu peux préciser? C'est comme s'il y avait une espèce de base de données qui n'avait pas récolté assez d'informations pour, euh, pour pouvoir faire ce projet, pour le créer, euh, pour pouvoir se diffuser, c'est les mots qui me viennent. Euh, Pour pouvoir diffuser? Ok. Ça fait très bizarre, je sais même pas de quoi on parle. Voilà. Justement, laisse-toi porter. Ouais, Moi, on c'est. connaît le sujet et toi-même, tu sais que moi, on a des Ouais. Non, filtres. mais tout à fait, c'est pour ça que j'essaie d'avoir les informations. Ouais, c'est manque de données. Ouais, ils sont pas encore récoltés assez de données pour pouvoir diffuser. Ouais, je vois une notion de diffusion. Ok, diffusion. Mm. Et qui est le fondateur de ce projet? J'ai un prénom qui me vient, Gary. Ok. Mhm, Euh, Je vois quelqu'un de plutôt physicien. Euh, mhm. J'ai l'impression que
c'est un projet qui, si tu veux, qui existe depuis longtemps, qui avait été mis en stand-by Mhm. euh, et détourné de sa fonction première. C'est très bien. Laisse-toi porter. Voilà. Laisse-toi porter. Ok. Est-ce que tu veux compléter sur quand tu dis détourner de sa fonction première? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était. J'ai l'impression d'avoir un astro ou un physicien. Euh, Si tu veux, c'est comme s'il était dans son petit coin en train d'étudier, je vois des formules, des choses comme ça. Et pour lui, c'était essayer de comprendre. Et je vois ou tester des choses, tu vois, je le vois dans les chiffres en train je vois des tableaux, des parenthèses, enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond les calculs. Et, euh, et c'est comme si on était retombé sur ces documents, en fait. Voilà. Ok. Retomber sur ces documents. Mm. Mhm. Prochaine question. Quel est ou quel était le but de l'opération Bluebeam? Bluebeam. Alors, je vois détruire. Oui. Je vois pas trop ce qu'il voulait détruire. Et c'est comme si le projet a été modifié. C'était pour détruire quelque chose. Mais comme ils n'y arrivent pas, du coup, c'est comme s'ils avaient pris une autre alternative. Et, euh, et du coup, pour relier, ouais. Relié. Hmm. Tu veux compléter ou je te dis la J'arrive prochaine? pas à voir plus en profondeur ce qu'il voulait détruire au tout départ. Mhm. On y reviendra. Ok. Ouais, j'arrive pas, ouais. Qui est ou bien a été impliqué dans ce projet? Laisse-toi porter par ce qui te vient. Je vois, euh, je vois ceux qui ont créé la NASA. Il y a un lien avec la NASA. Euh, Je sais pas ce que vient faire Walt Disney là-dedans, avec Mhm. la NASA. Euh, Je vois un lien avec. Alors, je suis en Asie. Attends. Oui, Avec le attention. Japon. Mhm. Avec des dirigeants au Japon. Mhm. Jung. Enfin, je comprends pas le nom. Oui. Tu as un nom que tu veux me transmettre? Je- J'entends pas la suite. Jung. Young. Ok. Mhm. Hmm. Est-ce que je. C'est comme ça si j'avais une carte et j'avais des points qui s'affichent. Oui, oui. Euh, Et après, en fait, ça fait comme si tu veux, c'était les hauts dirigeants, puis après, ça fait comme des petits points pour Mhm. relier, si tu veux, comme s'il y avait d'autres groupes basés, en fait, c'est un peu mondial et ça se relie comme ça aussi. Mhm. Voilà. Ok. Ok, ok. Quels sont ou bien quels étaient les rôles et les objectifs de ceux que tu vois dans le projet Bluebeam, impliqués dans le projet Bluebeam? Alors, il y a une question de pouvoir. Mhm. Je vois pouvoir manipuler le monde. Euh, c'est marrant parce que je fais des ponts entre surtout on va dire les principaux, là, comme je t'ai dit, la Oui. NASA avec Walt Disney.
Je sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Et le Japon. Et ça fait, tu sais, j'ai l'impression de faire bing bing comme ça entre les deux. Oui. Et Euh, si tu regardes ce bim bim dont tu parles un peu plus. Parce ils sont ensemble. En fait, c'est le lien qu'ils ont ensemble. C'est comme s'ils travaillaient ensemble par rapport à ce projet. Mhm. Et sur le rôle et les objectifs, si tu décomposes chacun. Alors, il y en a qui ont l'argent, euh, ceux qui ont ceux qui ont la NASA ont l'argent, ont les données, les données chiffrées, enfin les mathématiques, enfin Oui. les calculs. Mhm. Il y a l'argent. Euh, Et l'autre, je vois le pouvoir, mais tu sais, le côté, mais complètement fou, tu vois, la folie et tu vois, assez fou pour faire ce projet d'envergure, tu vois. Ah, je vois Mhm. un truc vraiment d'envergure, et lui est assez fou pour faire ça. C'est qui le lui assez fou? Celui qui est japonais, Ok. Jung, Young, je sais pas comment on dit. Hmm. Ok. Hong, ouais. Mhm. Jung Hong, Ok. Et le pouvoir? le pouvoir tous, enfin, Ok. ouais. Hmm. Ok. Alors, je vais te lire une phrase, deux phrases même. Le projet Bluebeam a été présenté pour la première fois en 1994 par le journaliste canadien-français Serge Monast lors d'un épisode de l'émission télévisée Ésotérisme expérimental. Il décède d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. Maintenant, identifie Serge Monast par son ADN éthérique. Ouais, Tu l'as? ouais, Tu confirmes au niveau de son ADN? Parce tu es bien avec Serge Monast? oui. Quelles sont les caractéristiques que tu perçois ou visualises en ce qui concerne le génome éthérique par rapport à l'ici et le maintenant? Je sais pas s'il a compris qu'il était vraiment mort. Est-ce que... Attends. Pour l'instant, concentre-toi sur son génome Hmm. éthérique. De là où tu es, tu peux recueillir l'information, observer, tout en le laissant pour l'instant tranquille. Je ne sais pas encore C'est s'il y aura des très... questions pour lui, Ouais, mais ouais, non, c'est très, très éthérique. Attends. oui. C'est- Je vois de l'humanoïde, hein, mais c'est comme s'il venait d'une structure très Humanoïde ou humain? humanoïde. Ok. Humanoïde. Mais d'une autre planète, quelque chose de très... Je vois une planète très, très structurée, très... Mais oui, humanoïde. Ok. Autre chose? Non, j'essaie de comprendre le nom de la planète. Je sais pas si tu la voulais, savoir d'où il venait exactement. Parce que je crois que c'était ça ta question, non? La question était essentiellement Ouais, le génome éthérique. ouais. Quelles Humanoïde. étaient ses caractéristiques? Ok. Humanoïde. Et je vois quelque chose de très structuré dans enfin, ouais, on peut appeler ça une population d'origine, en fait, de là où il vient. Mhm. Je vois quelque chose de très, très structuré et vraiment connecté avec, ouais. Mm. Ok. Quelles sont les causes ésotériques de sa mort? J'entends, c'est faux, c'est faux. Euh, Tu entends ça? Ça vient d'où? Ouais, de lui, de Ok. lui. Et l'information, même quand tu me lisais la phrase, tu m'as dit d'une crise cardiaque, c'est ça, hein? Il Non, décède d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. non. J'ai un empoisonnement et surtout
Il a été kidnappé pour qu'il se taise. Kidnappé. Mm. Ok. Et où est-il ici et maintenant? Et que fait-il? Il est dans une espèce de... Alors, je vois pas de corps, comme je te disais, je le vois très éthérique, sans, sans vraiment de forme, pas du tout incorporé dans un corps physique. Ok. Et c'est comme si de sa planète, tu vois, il venait un petit peu surveiller ce qui se passe. Ouais, il survole en fait. Il vient surveiller. Mm. Ok. Il vient s'informer, voir un petit peu exactement comment ça évolue ici sur Terre. Mhm. Ok. Reviens au moment où Serge Monast a entendu parler du Blue Beam Project. Avant 3, tu régresses à ce moment-là et tu me dis ce qui se passe. Un, 2, 3. Tu y es? Mhm. Dis-moi. C'est comme s'il avait... J'ai l'impression que c'est les débuts, tu sais, d'Internet. On est dans les années 90, quelque chose comme ça. Mhm. Et tu sais, on n'a pas l'information comme on a maintenant. Et c'était les tout débuts. Et comment il a réussi à... Je vois qu'il arrive à tomber sur ces documents. Euh, Et je le Sur, vois, sur Internet, tu veux dire? j'arrive pas, je sais pas. En fait, je vois des... Comme si il analysait à la fois, tu sais, c'était les prémices. Je le vois avec la grosse bécane, tu sais, les ordinateurs comme on avait. Oui. Et à la fois, tu sais, je vois des gros livres comme des registres. Oui. Et c'est comme s'il il confrontait tous les documents qu'il avait. Et c'est comme il voyait l'analyse et comment ça se croise. Et il n'en croit pas les yeux de ce qu'il voit, en fait, de ce qu'il perçoit. Mhm. Et ensuite, Et ensuite, c'était quoi ta question? Il m'apprend de croiser les documents et je sais plus ce que je vais te raconter. quels sont... Alors attends, effectivement. Reviens au moment où il a entendu parler du Blim Project. Hmm. Tu veux que je te donne la prochaine question? Oui, parce que là, j'ai rien de plus. En fait, Elle c'est va la lui, compléter. il a fait des croisements de documents, en fait, d'informations. La question est, quelle est la raison pour laquelle Serge Monast décide de parler du projet à la télévision? Parce qu'il pense que les conséquences peuvent être dramatiques, c'est ce terme, pour la population, et que du coup, il faut éclairer, éveiller les gens, et, euh, et le meilleur moyen de le faire et de captiver les gens, c'est la télévision. Mhm. Euh, Mettre les sources à jour. Attends, j'écoute un petit peu ce qu'il Oui. pense en même temps. Euh, Mhm. Dis-moi. non, la seule chose que je l'entends dire, c'est qu'il faut dévoiler les sources, montrer les choses pour que les gens s'éveillent et voient un petit peu ce qui se passe dans leur dos. Mhm. C'était son intention. Ouais. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est passé un peu inaperçu. Je le vois déçu parce que ça n'a pas eu l'effet escompté. Mhm. Serge Monast a affirmé que le projet s'est développé en 4 phases.
Mhm. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Je sais pas, je vois en premier, je vois une écriture de procédure en reprenant, tu sais, des données chiffrées. Ok. Euh, Après, ils ont dû faire un espèce de, je vois un listing avec des prénoms, avec des chiffres encore derrière. Oui. La troisième, mettre tout ça en réseau, en lien. euh, pour commencer à implanter des données, tu vois, chez les gens pour que ça passe inaperçu. Et pour lui, euh, la quatrième, ça sera la réalisation du projet. Donc pour lui, elle est pas actée, enfin, elle est pas faite. Ok. Est-ce que tu veux compléter ou on passe à la prochaine Non, question? c'est tout ce que j'ai en info. Les phases mentionnées par Mona sont-elles toujours d'actualité? Bah, les trois premières sont réalisées, quoi. Il Ok. manque que juste la mise en œuvre. Mhm. Ok. À quel stade, donc, dernière question, à quel stade est-ce que nous en sommes dans l'ici et le maintenant quant à ces phases-là? Tu as déjà répondu. Est-ce que tu veux compléter? Non, c'est juste ouais, le seul mot qui me revient, c'est une question de timing de timing et encore un petit peu d'information et ouais, pour que ça se mette bien en place, je vois, ouais. Mais là, c'est surtout le timing qui manque. C'est pas encore le bon moment. Alors, on passe dans la partie libre, donc on peut maintenant décrocher des questions. Mhm. Justement, le bon moment, ce serait quand? Ce serait quand? Alors lui, il dit, il faudrait pas que ça se fasse. Et sinon, ça se pourrait faire dans 5 ans. Genre, en gros, le chiffre 5. Ok. Et qu'est-ce qui va être encore mis en place pour la réalisation justement de cette quatrième étape, si ça devait toutefois se faire? En gros, ils ont besoin de plus d'enregistrements, de plus de données chiffrées pour alimenter le projet parce que euh, si tu veux, tout ce qui est je sais pas, je vois beaucoup les réseaux, beaucoup tout ce qui est numérique. Tu vois, ça évolue très vite. Et du coup, faut qu'ils se mettent aussi à la page, enfin, tu vois, qu'ils se mettent en relation. Ouais, que les mises à jour se fassent aussi en simultané, au même rythme que comment, on va dire, la civilisation évolue. Enfin, tout ce qui existe. Mhm. Voilà. Mm. Ok. Pour revenir par rapport à ce que tu me disais, Mhm. il manquait donc des données pour pouvoir diffuser. Tu disais que ce n'était pas le bon timing. Mhm. Est-ce que tu veux compléter avec du factuel parmi ces données? Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu les observes, si tu devais m'en nommer quelques-unes, des exemples?
Ce qui leur manque comme données, Ouais. c'est comme si on avait des chiffres, comme si on était attribué à des chiffres. Et en fait, je vois un espèce de... Comment t'expliquer ça? Un compteur, comme un compteur qui tourne et qui Ouais. enregistre des chiffres. Et, euh, et c'est... Je sais pas du tout de quoi on parle. Je sais pas, je vois des numéros de chiffres sur les gens, tu Ok. sais. Et justement, observe comment ça fonctionne ce compteur. Tu me parles d'un compteur de numéros, de chiffres et de personnes. Observe les relations, les liens entre dans cette dans ce que tu C'est ce vois. que je vois, c'est comme si les gens étaient euh, avaient des chiffres, comme si on avait des numéros de lot Oui. avec des chiffres Mhm. et avec des et je sais pas, je vois des caméras et c'est comme si on pouvait passer devant les caméras après et qu'on ça a détecté, c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'identité, tu vois, comme on connaît nom prénom entre guillemets et c'est comme si je vois un réseau de chiffres. Mais les gens ne sont pas encore tous chiffrés et du coup, il y a besoin d'alimenter. Parce Et qu'il y a qu'est-ce des chiffres spécifiques pour certains, certaines catégories, enfin, je sais pas. qu'est-ce qui fait que que tout le monde n'est pas chiffré? Reprenons la question dans l'autre sens. Comment Mhm. est-ce que quelqu'un se fait chiffrer, se retrouve chiffré? Ça passe par quoi? Avec, alors, soit avec des papiers administratifs, Oui. soit avec des choses qu'on injecte dans la peau, Mhm. Comme quoi, par exemple? des puces. Oui. Et en fait, c'est vraiment ça, en données chiffrées, c'est pouvoir aussi implanter ces puces sous la peau. Et s'ils n'arrivent pas par la peau, c'est réussir par le sang. Mhm. C'est Et- comme si ils arrivaient à mettre des numéros, enfin, hmm. ou des codes barres, enfin, tu vois, enfin, mais c'est vraiment Ouais. des Oui, chiffres. j'identifie, tout à fait. Oh, ouais. C'est ce que je vois, je vois, je vois. Et qu'est-ce qui fait que certains ne sont pas Encore répertoriés, on va dire? alors parce que il y en a qui refusent concrètement ces puces parce qu'il y a encore des tests, parce que des fois il y a des bugs, si tu veux, l'algorithme des fois n'est pas complètement juste. Et après, comme je te disais, ça veut euh, je vois enfin, tu sais, des boîtiers pour répertorier ces numéros. Et Mhm. ben, si tu veux, comme ça fait assez longtemps que ça évolue, il y a aussi ces boîtiers quand ils sont limite, tu vois, has-been. Enfin, tu vois, c'est plus. Obsolète, oui. Ouais, voilà. Et du coup, faut refaire ça. Donc, et plus en même temps, si tu veux, il y a des numéros, comme il y a des personnes qui meurent, il y a des numéros qui sont enlevés. Des fois, je vois, il y a des numéros, l'algorithme ne fonctionne pas, donc tu as des numéros qui sont des fois doublé, il y a des erreurs, des fois, Mm. puis il y a aussi des naissances. Puis en fait, il se dit, qu'est-ce que j'ai comme information? Parce que je suis connectée un peu à ces numéros pour voir ce qui s'y passe et l'ambiance qu'il y Dis-moi. a autour. Mhm. Et ces numéros, attends, c'est quoi l'information? Je l'ai perdue. Prends le Ah, ils se temps, disent prends qu'ils le temps. peuvent. En fait, ce qui serait plus simple, ça serait de catégoriser les gens. Repasse ta C'est-à-dire main qu'en devant plus, l'écran. Je te vois. Oui, merci. voilà. C'est bon. En plus, si tu veux des chiffres, ils pourraient mettre, et les chiffres comportent aussi des fréquences dessus. Mhm. Et dessus, les chiffres, c'est comme si ces fréquences pouvaient avoir des couleurs Mhm. aussi. Enfin, du coup, ils sont en train de complexifier, ouais, ça se dit, la Mhm. chose, tu vois, pour essayer avec ces chiffres, rajouter de la couleur, rajouter de la fréquence, pouvoir avoir un maximum de données en plus pour pouvoir les répertorier sur ces... Ok. Ça fait comme des chiffres, comme des petits codes barres. Mhm. Et y a-t-il des personnes qui ne sont pas répertoriées actuellement là-dedans? Oui, encore beaucoup. Trop pour Beaucoup. eux. Mhm. Et beaucoup. Dans quel pays? Est-ce qu'il s'agit de divers pays ou bien des pays en particulier?
Alors, les pays qui sont le plus répertoriés, je vois l'Afrique. C'est limite un gros spot, tu vois. Répertorié Euh, ou non répertorié? répertorié. Ok. Répertorié. Gros spot. Euh, dans les Pour... non répertoriés. Attends, avant de passer dans les non Ah, répertoriés, parce qu'en fonction pardon. de tes Ça t'a- réponses, me ça viennent t'intéresse? d'autres questions. Et alors, ils sont répertoriés parce que c'est entre guillemets c'est moche de dire ça, mais les plus faciles à avoir. Mhm. Parce que plus isolés. Et en même temps, Et comment et en est-ce même que, si tu les observes rapidement, la population, comment est-ce qu'ils se retrouvent justement répertoriés? Par quel biais? des expérimentations, des vaccins, des médicaments, Mhm. puis vraiment des traceurs, quoi. Mhm. Ok. T'as des pays comme eux, t'as on va dire les plus répertoriés, euh, l'Inde. Mhm. Je vois un pays à côté en Asie, j'arrive pas à te dire exactement lequel c'est. Et en Europe, si tu États-Unis. regardes l'Europe? États-Unis. États-Unis. Mhm. Euh, L'Italie est au-dessus. L'Angleterre. Mhm. Et t'as des pays qui le sont moins. T'as la France. T'as des pays comme la Suède, Finlande. Attarde-toi du coup sur ces pays. Pourquoi? Oui, Pourquoi est-ce qu'il y en a moins qui sont répertoriés? c'est plus. Alors, il y a différentes catégories parce que par exemple, en moins répertorié, t'as. Alors, en très répertorié, par exemple, t'as tout le Mexique. Mais en moins répertorié, par exemple, tu as toute la pointe avec l'Argentine, tous ces pays vraiment très au sud, comme je vois les pays, tu sais, avant le Caucase, avant la Russie, là, tous ceux Mhm. qui qui ont des noms un peu bizarres. Parce que si tu veux, alors eux, c'est parce que ils sont plus difficiles d'accès pour accéder à ces Ouais. populations-là. C'est plus rocheux, plus montagneux, plus forêt, toi, c'est plus compact, donc c'est plus compliqué pour y aller. Des fois, certains, il n'y a pas de réseau. Tu vois, enfin, c'est compliqué Hmm. d'accéder. Et certaines populations, par exemple les pays nordiques, je vois une ils essaient de protéger leur population au maximum. Tu as des pays comme ça qui sont contre ce projet. Et si tu veux, ils sont dans la protection de leur population. Et Quels sont ces pays qui sont contre ce projet? je vois les pays, comment on appelle ça? Tout ce qui est Suède, Finlande, Norvège, Scandinave? Oui. Ok. Scandinave, merci. Mhm. Voilà. La France, ils osent pas. Ils essayent, hein, ils font un petit peu, mais ils tapent pas sur la France parce que s'ils tapent sur la France, ils savent que ça va faire domino sur le reste. Euh, Quels sont les pays qui sont au courant de ces projets Bluebeam? tous, Tous. tous. Quels sont ceux qui y adhèrent dans ces cas-là? Si toutefois il y en a qui y adhèrent. Et quels sont ceux qui n'y adhèrent pas? Si toutefois il y en a qui n'y adhèrent pas. Alors, j'en vois, alors le plus qui n'y adhèrent pas, en plus des pays scandinaves, je vois Russie, une partie de la Chine, mais c'est pas la Chine, je sais pas trop où on est, et un canton, je sais pas si on parle de canton là-bas, et la Corée. Maintenant, euh, absorbe l'information pourquoi justement ils n'y adhèrent pas. euh, l'info qui me vient, je sais pas quoi te dire d'autre. Les dirigeants sont fous.
le monde est fou et eux se font passer pour fous, entre guillemets. Et, euh, et ils sont pour une forme de liberté, si tu veux. Ils contrôlent plus, mais pour les laisser plus libres, en fait, après, derrière. C'est, j'ai l'impression que ça veut rien dire de ce que je t'ai raconté, mais c'est ça. Laisse-toi porter. Je t'ai fait aussi beaucoup de gauche-droite, c'est normal. Et pour les pays qui y adhèrent, du coup, si tu écoutes un pays qui y adhère et que tu écoutes pourquoi ce pays y adhère, quelles sont ses raisons à... Prends la France, par exemple. La France, Tu disais elle n'ose pas, mais... la France, les dirigeants, en fait, si tu veux, après, tu as des pays où les dirigeants sont pour. Tu as eu des dirigeants sur certains pays qui ont vraiment été, j'ai envie de te dire, contaminés par ces espèces de marqueurs. Ouais. Mhm, Il y a eu des dirigeants dans certains pays qui ont essayé de protéger, mais du coup, qui ont été évincés. Et la France, le dirigeant est pour, et la moitié de population euh, est contre, en fait. et pourquoi est-ce qu'il est pour? Qu'est-ce qu'il va en tirer? Pourquoi? Pour le, pour pouvoir, en fait, pour avoir, si tu veux, si tout le monde est répertorié, Mhm, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un seul pays. Le monde est un. En fait, au lieu d'avoir oui. la France, les États, tac, tac, le monde sera un pays avec un gouvernement et, euh, et les humains des pions. Hmm, ok. J'ai une autre question maintenant. Déconnecte, je ne sais pas où tu es, donc déconnecte et maintenant reviens sur, tu me parlais de Walt Disney. Quel est le rôle de Walt Disney là-dedans? Il y a l'argent. L'argent et le pouvoir Mhm, avec la NASA. oui. Euh, eux, on les données chiffrées et on la maintenance, enfin la maintenance, l'outillage nécessaire pour. Ah, Euh, et enfin, ouais, ils ont ça. Et, et lui, je vois le côté vraiment, ouais, le pouvoir, l'argent, et en même temps le côté manipulation. Enfin, il y a un côté très sombre, très hmm, manipulation, manipulé, mais tu sais, d'un côté très, très vicieux. C'est ce côté-là, en fait, que ça nourrit. hmm. Ok. Déconnecte. Déconnecte de là où tu es. Comment tu te sens? Comment ça va? Très bien. Bien. Oui. Et si on revenait avec Serge? Serge, Serge. Ah, ok, oui. Serge Monast. Mhm. Est-ce que tu veux bien me parler de sa mort? Empoisonnement par qui? C'est un contrat qu'il y avait sur sa tête. Parce qu'il était en train de révéler au grand jour tout ce qui allait se passer. C'est vraiment un contrat. Et le contrat a été émis par qui? Par ceux qui dirigent le projet. Hmm. Tu as des pays qui te viennent? Tu as Non, des... c'est au fond, c'est aux fonctionnaires et c'est les mêmes. Enfin, c'est tout le temps, c'est toujours tout le temps les mêmes qu'on retrouve, qui sont, on va dire, au pouvoir au niveau, on va dire, un peu mondial, quoi. Ouais. Hmm. C'était une tête à abattre. Tu sais, je vois très bien l'espèce de, c'est pas un post-it, mais
Tu sais, l'espèce de page comme on faisait à l'ancienne, tu sais, avec sa tête fichée dessus et à éliminer, quoi. Wanted. Ok, Wanted. Wanted. Mm. ok, ok. J'ai pas d'autres questions. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu voulais ajouter? Non. Oh non. Non? Tu peux lui Et si, transmettre. Oui. la seule chose que... Ouais, tu sais, ça me revient parce que du coup, c'est un peu plus clair. Au tout début, là, celui qui s'appelait Gary, là, qui faisait ses Physicien algorithmes. formule, oui, oui, oui. Ouais. Lui, si tu veux, comme il n'y avait pas de carte du monde ou de choses comme ça, c'était pouvoir voir, en fait, tu sais, un peu voir où étaient les gens, en fait. Lui, c'était pour voir un petit peu... Ils voulaient créer un algorithme pour voir un peu où étaient les gens et c'est comme ça qu'ils ont réussi à récupérer cet algorithme. Enfin, dans l'idée, c'était à peu près ça. Quel était son but de faire ça? Pourquoi? Parce ça remonte à très très vieux, hein. Tu as une Je année? vois 1400. Enfin, tu vois, enfin, je te dis quand c'est quelque chose qui date et qui a été Mhm. redécouvert, Était c'est une vraiment zone lui, c'est géographique aussi pour où est-ce qu'il euh, vivait? attends, je vois un continent en long. Oui, prends Sur du le recul et tu pourras mieux voir. continent, sur une des petites îles du continent américain, le long. Ok. Ouais, par là. Mais c'était pas tout à fait formé pareil, donc je pourrais pas te. Hmm. Ouais, c'est entre l'Amérique centrale et sud par là-bas. Et en fait, lui, il savait que il devait y avoir autre chose. Enfin, si tu veux, il avait calculé un petit peu, voir comment était formée la Terre, voir, tu vois, et lui, ça l'intéressait de voir comment se déplacer et il savait, tu vois, les populations, aller à la rencontre de d'autres populations. C'était étudier en même temps ce qui se passait dans l'ancien temps et voir en fait où pouvaient être disparues ces personnes, où Tu le vois naviguer, cet homme? ils pouvaient, mais c'était pas. Il faisait tout depuis la terre ferme. Je le vois pas Ok, naviguer plus que ça. Non. ok, ok, ok. Non, non. Et ces projets, ces recherches ont disparu et ont été redécouvertes, c'est ce que tu C'est disais? ça. Ouais. Tel des parchemins, tu vois, des choses comme ça. Ok. Et redécouvertes en quelle année? Une fois en 1670. Oui, réutilisées? Non, parce que la personne qui a trouvé ça, je te dis, on dirait comme des parchemins. Tu sais, un gros rouleau et hop, tu pouvais déplier avec plein de chiffres d'algorithmes. Ouais, c'est comme Hmm. des algorithmes. Et en mode, tu vois, il comprend pas et tu vois, ça a été montré, mais personne comprenait. Et puis, ben, passé aux oubliettes. Et si tu veux, ça a été laissé, je vois, comme dans des entrepôts, dans un endroit, et redécouvert dans les années 1850, 1860. Et là, les études et tu vois, on a commencé à se réintéresser sur ça, et voilà. Ok, ok, ok. Voilà. Et à partir de 1900, ça a commencé tu vois, ils ont commencé à comprendre et ça a été exponentiel. Mhm. Combien de personnes travaillent à ce projet à l'heure actuelle? Si tu devais donner un nombre. Il y en a 150. Ok, ok, ok. C'est 150 vraiment au truc, et puis après, ça gravite comme un réseau. Mhm. Est-ce que tu aperçois toujours Serge? Oui. Tu peux lui transmettre les informations. Tu disais que tu le sentais, ne savais pas qu'il était mort? C'est-à-dire que il savait que du coup, il serait une tête à couper, mais que il se doutait, si tu veux, qu'il était mort, mais il a pas eu comment il dit ça, la sensation de sa mort. Ok. Tu peux, Voilà. si tu penses qu'il en a besoin, tu peux lui transmettre les informations pour trouver la tranquillité.
si toutefois il en a besoin. Et si c'est toutefois si c'est ce qu'il cherche. Et non, non, c'est pas ce qu'il cherche. Il veut mettre à mal le projet. Il a les informations à disposition en tout cas. Ok. Mm. Voilà. C'est bon pour toi? Oui, Prête à revenir? oui. Ok. Commence par bien te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes et tu me dis quand c'est bon pour toi au niveau de la déconnexion. Tu reviens à toi, à tes énergies propres à ton espace, à toi, en toute tranquillité. C'est bon? C'est parfait. Ok. Tu veux que je te fasse un décompte de combien? Jusqu'à 3, c'est bon. Comment ça va? Ça va, Bien? ça va, ça va. Oui, oui, Tu es bien revenu avec moi? oui, parfait. Parfait. Eh bien, merci à toi, Julie, pour ce Merci nouveau Gaëlle. cycle et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario.
No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile,
scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto.
Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.